Cher Carole Reich, Madame le maire adjoint, chère Nicole Dreyer, chère Nicole Kahn aussi, une autre Nicole, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. Je me trouve ce matin dans une situation plus courante, parler en présence de survivants de la Shoah, de plusieurs de leurs pères qui, à la même époque, étaient aussi des enfants. À la fois des enfants comme eux, mais aussi des enfants différents, en raison de dons musicaux exceptionnels. Il s'agit de Denise Soriano, de Serge Blanc, de Davy Herly, d'Ivry Guitlis et de Charles Cyrulnik, comme de Michel Schwalbe, appartenant presque tous à une génération qui fut celle de Marceline Loridan-Ivens. 6 violonistes issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, 6 surdoués, 6 praticiens de l'instrument emblématique du judaïsme, c'est-à-dire le violon. 6 vies épargnées grâce à Jules Boucherit, leur professeur au Conservatoire de Paris. Un pédagogue réputé dont la religion était une jonction de l'art et de la morale. Le breton Jules Boucherit, né en 1877, n'était pas le premier venu. Il avait obtenu, à l'âge de 15 ans, le très convoité premier prix de violon au Conservatoire de Paris. Un exploit de la part d'un adolescent venu au monde à Morlaix, petite ville du Finistère. Il avait ensuite donné des concerts avec un autre virtuose du violon, appelé à une carrière considérable, Jacques Thibaud. On trouve, entre autres, Boucherit à Londres, où il se fait entendre avec sa sœur, la pianiste Madeleine Boucherit, en 1911, ce au prestigieux Wigmore Hall. Il commence à enseigner au Conservatoire de Paris en 1920, alors qu'il est âgé de 43 ans, et ce, à la demande du directeur du Conservatoire de Paris, un certain Gabriel Fauré. Boucherit va former, entre autres, Ginette Neveu, Christian Ferras et Manuel Rosenthal. Il va donner des concerts avec la pianiste Magda Tagliaferro, dont il sera de nouveau parlé aujourd'hui. Les relations de Boucherit avec Gabriel Fauré constituent une indication du milieu dans lequel il évoluait, celui de la grande bourgeoisie, organisatrice de concerts de musique de chambre privés. Ils appartenaient à un art de vivre dont Anne Martin-Fugier analyse les codes dans son livre « Les salons de la Troisième République, art, littérature, politique ». Ainsi, Boucherit jouera du violon lors des fiançailles d'un certain Paul Valéry. Existait aussi entre Boucherit et le compositeur Reynaldo Hahn, très proche de Marcel Proust, des liens d'amitié, Marcel Proust que Boucherit fréquentera aussi. Quand bien même il n'avait que 17 ans en 1894, au moment du début de l'affaire des Dreyfus, Boucherit devint manifestement proche d'un judaïsme beaucoup plus culturel que religieux. Il se distinguait en cela de l'aristocratie et de la bourgeoisie française, travaillé au corps par un antisémitisme virulent, l'une des caractéristiques à l'époque du quotidien catholique La Croix. Quand éclate en septembre 1939 la Seconde Guerre mondiale, Jules Boucherit a 62 ans. Il n'est plus en âge de porter les armes. Sa santé délicate l'a empêché depuis longtemps de poursuivre une carrière internationale de virtuose. Il est témoin, dès juin 1940, des prosternations d'une certaine partie du monde musical parisien devant l'occupant nazi. Il voit ainsi le célèbre pianiste Alfred Cortot, que nous voyons ici à gauche, retrouver sa vieille connaissance, le docteur Wilhelm von Wengler, que nous voyons ici à droite. Et Boucherit voit aussi Alfred Cortot intégrer l'entourage de Philippe Pétain et devenir le collaborateur zélé de celui-ci.
Je rappelle que Alfred Cortot fut, pendant le régime de Vichy, secrétaire d'État aux questions musicales. Aujourd'hui, l'amnésie caractérise la société musicale française quand il est question d'Alfred Cortot sous l'occupation, alors que ce n'est pas le cas dans l'Allemagne actuelle. Cortot a beaucoup joué dans l'Allemagne nazie, et en Allemagne, aujourd'hui, face à ce silence, à ce tabou français au sujet d'Arthur Cortot, on s'intéresse en Allemagne, mais de façon évidemment scientifique et tout à fait démocratique, à l'amitié d'Alfred Cortot pour le sculpteur nazi Arno Breker, comme pour le danseur Serge Liffard, autre figure très problématique de l'époque. Néanmoins, parce qu'il faut garder raison, et je suis historien, néanmoins, le rôle de Cortot durant ces années terribles n'aura pas été aussi sombre qu'on l'affirme en général. J'y reviendrai tout à l'heure, et ceci en relation avec Boucherie. Nous retrouvons le Conservatoire de Paris sous l'occupation, et le directeur du Conservatoire, Henri Rabault, se fait tristement remarquer. Il est très informé des succès de la cantatrice Germaine Lubin dans Tristan et Isolde, à l'Opéra de Paris, dont l'orchestre est dirigé par un certain Herbert von Karajan, ceci dès 1941. Rabault s'adresse spontanément le 3 octobre 1940 aux autorités allemandes pour leur soumettre le cas des professeurs et élèves israélites de son établissement. 4 jours après, le premier statut des Juifs est promulgué. Sont notamment concernés, par ce qui n'est rien d'autre qu'une dénonciation, plusieurs professeurs, comme le pianiste Lazare Lévy, et divers élèves des classes d'instruments à cordes, dont, bien sûr, les disciples de Jules Boucherie. En réalité, l'acteur diligent de la dénonciation et, sur instruction expresse du directeur, Henri Rabault, le secrétaire général du conservatoire, c'est-à-dire Jacques Chaillet, que nous voyons ici au piano, à gauche, donc sur la photo. Et Jacques Chaillet continuera ses sinistres exploits, entre guillemets, en 1941, une fois le second statut des Juifs adopté. Henri Rabault prend sa retraite durant la même année, 1941. Son successeur est Claude Delvincourt, que vous voyez ici. Delvincourt est un autre compositeur, il a 53 ans. Il est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, durant laquelle il a perdu l'œil gauche, et plus particulièrement pendant la bataille de l'Argonne. Delvincourt est un vrai patriote, un authentique républicain. Il adhère au Front national des musiciens, organisation de la résistance, comptant dans ses rangs Henri Dutilleux, ou encore la compositrice juive communiste Elsa Barren, alors en relation étroite avec les combattants résistants de la Pologne. Afin de faire échapper au STO les étudiants soumis à celui-ci, Delvincourt va constituer un orchestre spécifique qu'il appellera l'orchestre des cadets du conservatoire, et les Allemands n'oseront pas démanteler cet orchestre puisque leur conception métaphysique de la musique les empêche de prendre conscience du panneau dans lequel on les fait tomber. Un autre stratagème, mis cette fois-ci au point par Claude Delvincourt, avec la participation de Jules Boucherie, fonctionne également fort bien. Tous les deux favorisent les apparitions publiques avec orchestre d'un petit garçon, Serge Blanc, que vous voyez ici durant un concert en 1945 à la salle Gaveau, à Paris. Serge Blanc, un enfant juif dont la famille est venue de Galicie à Paris au cours des années 1920. La presse collaborationniste encense le virtuose en herbe. Les concerts de celui-ci s'insèrent dans une vie musicale remplie de prestations, pourtant données par des artistes allemands, tels la pianiste Elie Ney, envoyée dans la capitale française sur l'ordre de Goebbels, le ministre de la Propagande.
Les journaux parisiens, donc, vantent sans cesse le talent de Serge Blanc. Ils se réjouissent aussi de son nom tellement français. Dans le public de ces concerts se trouve un jour un jeune inconnu répondant au nom de Pierre Boulez. Personne ne peut dire qu'il dirigera en 1963 à l'Opéra de Paris Wojciech d'Alpenberg à la tête d'un orchestre dont le premier violon solo, le Concertmeister, sera justement Serge Blanc. En tout cas, on ne peut que prendre conscience ici des risques gigantesques courus par Delvincourt et Boucherie. Ils étaient associés, en outre, à leur statut social. Ils se trouvaient détenteurs d'une autorité pédagogique, sinon morale, comme Marius Jolivet, un prêtre catholique savoyard, ayant réussi à faire entrer en Suisse Léon Algazi, le directeur musical de la synagogue parisienne de la Victoire, afin qu'il ait la vie sauve. À la suite de l'adoption du second statut des Juifs, le nœud se resserre. 21 janvier 1942, conférence de Wannsee. 27 mars 1942, départ de Drancy vers Auschwitz du premier convoi de déportés. 16 juillet 1942, rafle du Veldiv. Parmi les élèves particulièrement exposés de Boucherie figurent des jeunes adultes et des enfants traqués. Il s'agit de Denise Soriano, 26 ans, d'Ivry Gitlis, 20 ans, de Davy Herly, 14 ans, et de Serge Blanc, 13 ans, l'âge de la bar mitzvah. Boucherie décide de les cacher. Il agit alors comme le pianiste communiste allemand Eberhard Rebling, honoré lui aussi par Yad Vashem en 2007. Le violoniste français procède de sa propre initiative, sans appartenir à une organisation comme la CIMAD, par exemple, ou entretenir des relations de confiance avec l'œuvre de secours aux enfants. Les protégés de Boucherie se retrouvent à Bourlon-Marlotte, commune des environs de Fontainebleau, où habitent environ 1500 personnes. Bourlon-Marlotte est un lieu paisible, connu dans un certain milieu culturel. La pianiste Magda Tagliaferro, une proche de Boucherie, y possède une villa nommée La Chansonnière. Voici d'ailleurs la plaque qui aujourd'hui est apposée sur un des murs de La Chansonnière et qui rappelle évidemment de façon très judicieuse le souvenir de Magda Tagliaferro et celui de Jeune Boucherie. Magda Tagliaferro a vécu dans cette maison à partir de 1922 et Boucherie a participé à l'achat de cette maison. Il a participé à l'achat de cet immeuble et pour ce faire, il a vendu un précieux violon réalisé en 1750 par le célèbre luthier vénitien Domenico Montagnani. Mais ceci est une autre histoire. Magda Tagliaferro part pour l'Amérique du Sud dès septembre 1939. Elle retrouve le Brésil, son pays de naissance, où l'attend son mari. Ils ne reviendront en Europe que la paix une fois rétablie. Dès lors, la chansonnière est prêtée à Boucherie. Il s'y installe avec ses protégés. Entre les jeunes violonistes, leur maître, un pianiste nécessaire pour accompagner une partie des cours, et un ou deux domestiques, 9 personnes au minimum, se trouvent désormais à Bourlon-Marlotte. Comment se nourrissent-elles? Qui les soigne si l'une d'elles est malade? Comment le voisinage perçoit-il la musique qui, des journées entières, s'échappe du bâtiment? Il est totalement inconcevable que des jeunes musiciens d'un pareil niveau ne travaillent pas leur instrument d'arrache-pied à longueur de journée ou presque et ne bénéficient pas des conseils de leur maître Boucherie. On est, en l'occurrence, confronté devant un cas d'espèce. Je me souviens d'une conversation avec le regretté Claude Ampel qui se définissait, je le cite, comme le plus jeune rescapé du ghetto de Varsovie. Il avait dû, en pleine campagne polonaise, passer les 3 premières années de son existence dans le silence total, pour ne pas attirer évidemment l'attention, comme susciter des soupçons.
La situation à Bourlon-Marlotte était très très proche, sinon analogue, et pourtant on y faisait de la musique à longueur de journée. Pour revenir à ces protégés de boucherie, les habitants de Bourlon-Marlotte se sont tus à leur sujet, comme ceux d'autres localités, et on ne saurait non plus oublier les services rendus à la résistance par un autre fonctionnaire de police, je dis un autre par rapport à ce que notre collègue a dit tout à l'heure, et ce fonctionnaire de police de Fontainebleau était Auguste Cala, qui était le commissaire de police de Fontainebleau, situé à 8 km de Bourlon-Marlotte. Fontainebleau, d'ailleurs, où vivait aussi une petite communauté juive. D'autres adeptes de la religion mosaïque, pour parler à l'allemande, étaient aussi établis à Avon, donc à côté. Et là même où l'action d'un père Carme, le père Jacques, devait inspirer en 1986 à Louis Malle son dernier film. J'ai évidemment parlé d'Au revoir les enfants. Et une séquence d'Au revoir les enfants m'intrigue. C'est la séquence où l'on voit un violoniste virtuose, dont le rôle est joué dans le film en l'espèce par un vrai violoniste virtuose, puisqu'il s'agit d'Annie Flammer, jouer devant des collégiens pendant la projection d'un film muet de Charlie Chaplin. Malheureusement, nous n'avons pas pour le moment, si tant est que ce soit possible, et que cela existe, accès à des documents préparatoires du film qui pourraient prouver que Louis Malle avait entendu parler de ce que Boucherie avait fait pour ses élèves alors qu'ils étaient tous réfugiés à Bourlon-Marlotte. C'est quand même étrange. Nous savons par contre de façon claire que Boucherie a également hébergé des résistants à la villa La Chansonnière. Mais il n'en parla jamais lui aussi à quiconque, quand bien même il était très apprécié du révérend père Ambroise-Marie Carré, une figure de la résistance, qui, après la mort de Boucherie, fera son éloge public. Les souvenirs de Boucherie, dictés à son beau-frère, le philosophe Marc Soriano, est paru en 1993, soit 3 décennies après sa mort, ne font pas état de ces actes de protection des enfants et ne font pas état de ces actes de résistance. Les mêmes souvenirs, intitulés « Les secrets du violon », s'achèvent seulement sur l'évocation des relations de Boucherie avec le compositeur Camille Saint-Saëns, qu'il définit, je cite, comme charmant et un peu dangereux. Or, Camille Saint-Saëns était mort en 1921. Notre violoniste, donc, j'insiste sur cela, ne raconte pas les événements survenus entre 1939 et 1945 dans son livre de souvenirs, pas plus qu'il n'indique que ses disciples ont échappé au port de l'étoile jaune. L'Allemagne nazie, une fois vaincue et occupée par les Alliés, les uns et les autres retrouvèrent une vie, entre guillemets, normale, en apparence. Ivry Gitlis, Davy Early, que nous voyons maintenant, Serge Blanc, que nous retrouvons ici en 1952, à l'occasion d'un concert qu'il s'apprête à donner ou qu'il vient de donner avec le grand compositeur roumain Georges Lescaut, assis à droite. Serge Blanc, toujours, dont la prestance et l'allure plaisent beaucoup au public féminin qui va l'écouter ici et là, entament tous une carrière internationale de virtuose. Ils se consacrent aussi à l'enseignement. Mais ils ne s'établissent pas, comme tant d'autres musiciens, en Israël, quand bien même Ivry Gitlis était né à Haïfa. Et se fit un grand plaisir, en octobre 1994, de jouer durant une fête à Paris, en l'honneur de Simone Peres, alors ministre des Affaires étrangères d'Israël. Cette soirée était organisée par Jean Kahn, alors président du CRIF, Jean Kahn, dont j'ai écrit la biographie, comme cela
a été dit tout à l'heure, biographie qui paraîtra chez Hermann, éditeur parisien, à la mi-février 2019. Pour sa part, Davy Herly, que nous avons vu tout à l'heure, avait épousé la fille du compositeur André Jolivet. Et pour sa part, Davy Herly donnait cours au Conservatoire de Paris. Il mourut en 2012, renversé par un poids lourd. Pour sa part, Serge Blanc fut 32 ans durant le premier solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Il nous quitta en 2013. Quant à Denise Soriano, elle épousa en 1956 Jules Boucherie, son sauveur, Jules Boucherie qui était néanmoins son aîné de 39 ans, et Jules Boucherie dont elle était devenue la compagne alors qu'elle était âgée seulement de 16 ans. Ayant tenté par 4 fois de devenir professeur au Conservatoire de Paris, Denise Soriano eut ensuite une vie professionnelle sans commune mesure, avec la formation très sophistiquée qu'elle avait reçue. Denise Soriano-Boucherie, que nous voyons ici avec son maître et futur époux, n'est plus de ce monde depuis 2006. Mais elle a reçu, en 1994, la médaille de Juste parmi les justes des nations, attribuée à titre posthume par Yad Vashem à son époux. Denise Soriano, trait d'union Boucherie, racontera à plusieurs reprises s'être toujours souvenue qu'elle avait été dénoncée comme juive en 1940 par des camarades du Conservatoire de Paris, camarades qu'elle soupçonnait, indépendamment de leur attitude, évidemment par nature percée antisémite, qu'elle soupçonnait d'être animée par une pulsion de carriérisme absolument éhontée. Fut-elle, sa vie durant, poursuivie par la trace d'un tel acte? Évidemment. L'un des derniers enregistrements réalisés par Denise Soriano révèle malheureusement une exécution approximative de la romance pour violon en si bémol, opus 28 de Gabriel Fauré. En tout cas, élu, nous le savons, la vie sauf grâce à Boucherie et aux surprises, grâce à Alfred Cortot. D'où l'observation que j'ai formulée tout à l'heure d'emblée. Une lettre du violoniste Danny Brunswick adressée à Boucherie le 6 septembre 1944 vante, je cite, « tout ce que notre grand pianiste, c'est-à-dire Cortot, a fait pour sauver Denise Soriano des griffes de la Gestapo. » Fin de la citation. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Alfred Cortot a aidé plusieurs personnalités et artistes juifs à échapper à la déportation. Parmi ces rescapés, qui eurent la vie sauve, donc grâce à Alfred Cortot, figurait par exemple la soprano d'origine polonaise Maria Freund. Elle fut la créatrice du pierre lunaire d'Arnold Schoenberg en France, et grâce à Cortot, Maria Freund put sortir de Drancy au printemps 1944. Je voudrais maintenant aborder le cas de Michel Schwalbe. Donc, Michel Schwalbe, autre élève de Boucherie, était né en Pologne en 1919 dans une famille appelée à émigrer en France. Il avait 20 ans au début de la Seconde Guerre mondiale et il exerça alors tant bien que mal ses activités professionnelles à Lyon où il était replié. Mais le futur Herr Professeur Schwalbe, vous comprendrez bientôt pourquoi, rallia en 1944 la Suisse, caché dans un camion de meubles. Son père était porté disparu, sa mère et sa sœur étaient mortes à Treblinka. 13 ans plus tard, Michel Schwalbe était premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, jouant d'ailleurs en 1961, Michel Schwalbe toujours, et l'orchestre, pour les débuts de Pierre Boulez à la tête du même Orchestre Philharmonique de Berlin.
Une aussi resplendissante chaise curule fut donc pendant 28 ans celle de Michel Schwalbe, jusqu'à sa retraite survenue en 1985. Il passa ensuite les 3 décennies lui restant à vivre en enseignant à des aspirantes et des aspirants de niveau absolu dans le monde entier. Le poste de l'Orchestre Philharmonique de Berlin lui avait été proposé par le directeur musical de celui-ci, Herbert von Karajan. Et Karajan avait fait assortir ce poste de Schwalbe d'un pont d'or, puisque nous savons, je l'ai constaté lors d'une visite dans les archives de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Schwalbe avait un salaire qui correspondrait à 16 000 francs, à 16 000 euros par mois. Schwalbe justifia toujours sa position et sa résidence berlinoise en affirmant qu'elle constituait une victoire sur le passé et que 2 de ses prédécesseurs à la Philharmonie de Berlin avaient été des coreligionnaires. Il s'agissait de Simon Goldberg et de Gilbert Bach, que nous voyons ici pendant une tournée de l'Orchestre Philharmonique de Berlin en 1931. Donc, ils n'ont pas l'archet dans la main, mais ils ont chacun un couteau, puisqu'ils sont en train de se restaurer au wagon-restaurant pendant la tournée. Mais manifestement, ils sont en train de discuter des coups d'archet dans tel ou tel passage d'une œuvre. Enfin, c'est complètement évident. C'est une situation de conversation professionnelle à table qui est tout à fait caractéristique. Tant l'un que l'autre durent quitter la glorieuse phalange berlinoise et émigrèrent outre-Atlantique en 1934, où ils eurent l'un et l'autre une magnifique carrière. La mansuétude de Karajan à l'égard de Schwalbe causa au même Schwalbe bien des déboires. Il fut violemment mis en cause par la presse locale lors de sa première tournée en Israël et reçut des lettres anonymes de menaces au cours du même séjour. On se souvenait parfaitement, à la fin des années 1950, de plusieurs membres de l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui venaient, à partir de 1933, aux répétitions du même orchestre en uniforme de l'ASA. Les mêmes musiciens se vantaient de passer à tabac entre une répétition et un concert, communistes et juifs, et l'un d'entre eux, comme le montrent les travaux de mon collègue Micha Aster, qui a étudié la vie quotidienne de l'Orchestre Philharmonique de Berlin entre 1933 et 1945, l'un de ces musiciens, un trompettiste, le deuxième trompettiste de l'orchestre, s'auto-glorifiait, je cite, d'être un chien assoiffé de sang. En 1971, les reproches virulents destinés à Schwalbe s'apaisèrent un peu. Cette année-là, l'Orchestre Philharmonique d'Israël, se fit entendre, après des discussions évidemment passionnées, il ne pouvait pas en être autrement, à la Philharmonie de Berlin. Lors de ce concert historique, Zubin Mehta dirigea la première symphonie de Gustav Mahler, compositeur majeur juif interdit d'exécution sous Hitler, et on donna ensuite comme bis la Hatikva. L'événement eut un retentissement international et nous ignorons, hélas, comment il fut perçu par l'ensemble des anciens protégés de Bush. S'il est indéniable que les nombreux enregistrements réalisés après 1945 par Schwalbe, comme par Soriano, Gitlis, Herby et Blanc, sont les témoignages artistiques immortels de ces survivants, il est regrettable que pour les 3 derniers d'entre eux, il se soit avéré impossible de parler avec eux de la dimension psychologique des épreuves à leur traversée, plus particulièrement du sentiment permanent de peur qui les habitait sous l'occupation. Comme j'ai rencontré à plusieurs reprises Gitlis, Herby et Blanc, je bats aujourd'hui publiquement ma culpe à l'idée d'avoir omis de les interroger.
Quant à Magda Tagliaferro, avec laquelle j'avais un ami commun, le pianiste Daniel Varsano, elle n'aimait guère parler de ce passé-là. Je reviens maintenant à Serge Blanc, et nous allons maintenant voir la photo de Sonia Simenauer. Sonia Simenauer est une des nièces de Serge Blanc. Elle dirige aujourd'hui à Berlin l'une des plus grandes agences artistiques européennes. Elle est spécialisée dans les ensembles de musique de chambre. Et Sonia Simenauer, évidemment, m'a raconté par le menu l'itinérance et de son oncle et de sa famille durant cette période. Comme Ivry Bitlis, aujourd'hui âgé de 96 ans, et seul survivant parmi nos violonistes les plus en état de communiquer, je me suis adressé à la veuve de Davy Herly, donc Christine Herly-Jolivet. Elle m'a parlé évidemment de son époux et elle m'a parlé aussi évidemment de camarades de conservatoire de son époux, c'est-à-dire plus particulièrement Charles Cyrulnik, un autre élève de Boucherie que nous voyons ici. Charles Cyrulnik qui lui aussi fut caché pendant cette période grâce à Boucherie. Et puisqu'il est question à nouveau de Vitry et aussi de Herly, ne résistons pas au plaisir de voir encore quelques illustrations. D'abord, Ivry Bitlis en 1970, et puis maintenant la couverture d'un disque de Davy Herly. Il est clair que la situation de ces jeunes artistes musiciens cachés était à la fois identique et différente de celle des autres membres de leur génération confrontés à la même épreuve. Elle était identique parce qu'ils n'étaient pas auprès de leurs parents, comme de leurs éventuels frères et sœurs, parce qu'ils étaient obligés de disparaître de la vie sociale et parce qu'ils se savaient traqués jour et nuit. Comme tant d'autres, nos artistes juniors furent contraints de renoncer à leur identité juive durant cette période, quand bien même ils n'eurent pas, heureusement pour eux, le destin ultérieur des frères Robert et Gérald Finali. La condition des protégés de Jules Boucherie entre 1942 et la Libération fut différente pour trois raisons principales. La première était l'émergence d'une maturité précoce. Ces futurs musiciens professionnels de très haut niveau se distinguaient déjà par une capacité de compréhension des concepts et un sens chronique de l'effort hors du commun. Voici la raison pour laquelle on parle d'enfant prodige ou en allemand de Wunderkind. Le second motif pourrait être peut-être le développement d'une forme d'ego surdimensionnée, le sentiment précoce d'être exceptionnel, de montrer des capacités qui ne sont pas accordées au reste du mortel, d'appartenir à une aristocratie artistique et bien connue. En ce qui concerne Michel Schwalbe, celui-ci se rendait parfaitement compte à la fin de son existence que ces trois mariages successifs, tous terminés par un divorce, avaient été pulvérisés par un ego dont il ne contrôlait pas le fonctionnement. Il serait très très judicieux que et les psychologues et les thérapeutes se penchent sur les phénomènes spécifiques abordés au cours de ma communication. Je parle évidemment ici des musiciens, puisque il est bien évident que tout cela n'est pas sans poser un certain nombre de questions qui présentent évidemment tout un intérêt intellectuel évident, mais qui, à partir du moment où elles pourraient avoir un intérêt pour des cliniciennes et des cliniciens, pourraient aussi, dans leur pratique, aider les patientes et les patients dont ils sont aujourd'hui en charge. En tout cas, et j'en conclus, s'ils n'avaient pas survécu, Denis Soriano, Charles Cyrulnik, Davy Herly, Ivry Bitlis, Serge Blanc et Michel Schwalbe n'auraient pas pu nous transmettre l'héritage des prestigieuses écoles du violon dont ils étaient les représentants. Pour se limiter à Michel Schwalbe, il avait été à Varsovie le disciple de Maurice Frenkel, lui-même
disciple de Leopold Auer, le dédicataire du concerto pour violon de Tchaïkovski. Donc, on est ici dans une forme particulière de généalogie, c'est la transmission de la virtuosité d'une génération de virtuoses à l'autre. Le même Auer comptait également Jascha Heifetz parmi ses élèves. On se trouve donc, et je reviens là-dessus pour terminer, confronté à une généalogie symbolique. Néanmoins, la métaphore d'un arbre de vie, tel l'arbre de Jessé. Bien que le concept de la sainteté n'appartienne pas à la théologie juive et à la halakha, il est, de mon point de vue, la marque absolue des justes, parmi les justes des nations, parmi lesquelles, évidemment, est compté Jules Boucherie. Je vous remercie pour votre attention. Se sont manifestés tout de suite après la guerre en expliquant ce que vous venez de nous raconter. Alors, madame me pose la question suivante. Est-ce que ces musiciens se sont manifestés tout de suite après la guerre en faisant référence à la protection que Boucherie leur avait donnée? Non, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jules Boucherie a été fait juste en 1994, alors qu'il était décédé en 1962, donc 32 ans après sa disparition. Ces jeunes n'ont pas parlé parce que, ainsi que le rappelle entre autres Marceline Loridan Ivins dans ce documentaire qui a été projeté il y a quelques jours sur Arte, on ne devait pas parler, on ne devait pas raconter. Ensuite, s'est produit un phénomène qui est spécifiquement d'ordre musical, mais qui est lié à la profession musicale, c'est le suivant, c'est que la proclamation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, avait été précédée au temps de la Palestine mandataire par la création de l'Orchestre Philharmonique de Palestine, qui est devenu l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Le seul chef d'orchestre de dimension mondiale qui avait accepté en décembre 1935 de se rendre en Palestine mandataire pour diriger les concerts inauguraux de l'orchestre était l'illustre Arturo Toscanini. Et Toscanini dirigea à cette occasion une formation qui était composée à quasiment 90% de musiciens juifs ayant quitté l'Europe récemment, certains d'entre eux ayant été purement et simplement chassés des grands orchestres auxquels ils appartenaient. Et cet orchestre était, au moment de sa constitution, déjà un orchestre d'excellence internationale. Donc la base du futur orchestre philharmonique d'Israël existait déjà, mais le niveau de ces musiciens était tel qu'à partir de 1948, et dès que c'est possible pour Israël, avec la situation très difficile qu'est l'État d'Israël en 1948 et par la suite, dès que ce sera possible, on va valoriser au maximum l'excellence musicale des musiciennes et des musiciens professionnels israéliens et va revenir, malheureusement, en Europe, à encore la solidarité, entre guillemets, entre les Juifs, enfin, toutes ces choses absolument absurdes que l'on connaît. Et donc, tout notre petit monde de virtuoses ne voulait pas apparaître comme ayant été protégé, sauvé par Jules Boucherie, et c'est donc la raison pour laquelle, on va dire, il faisait preuve d'une discrétion totale. Et si je m'arrête un instant sur le cas de Davy Herly, il se trouve que Davy Herly a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, épousé la fille d'André Jolivet, Christine Jolivet,
Et Christine Jolivet m'a raconté, pendant que je préparais cette communication, que son mari ne parlait jamais à son beau-père, André Jolivet, de certaines choses, tout simplement parce qu'André Jolivet avait eu comme professeur de composition une célébrité absolue de la musique contemporaine. Il s'agit d'Edgar Varèse. Mais Edgar Varèse, et ça c'est un point qui n'est pas connu, était un antisémite absolu. Bon. Et donc, Déby Herly affichait, lui comme d'autres, bon, un silence, une discrétion, bon, dans un moment évidemment où on n'osait pas parler. Voilà donc des éléments de réponse. D'accord. Ok.